Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce soir, une dizaine de chefs d'État et de représentants de pays sont déjà à Abidjan. Ils doivent participer demain à l'investiture du président de la République au palais de la présidence, d'une cérémonie qui s'annonce comme un rendez-vous diplomatique majeur qui renforce la position de la Côte d'Ivoire au niveau de la coopération internationale. Une coopération pour garantir la sécurité. La Grande Côte d'Ivoire, ce soir, vous parle de ces grands enjeux sécuritaires. Terrorisme, grande criminalité, orpaillage illégal, cybercriminalité. Le pays a relevé d'importants défis. Une Côte d'Ivoire capable de résister aux menaces de sécurité modernes et traditionnelles et de soutenir une croissance économique résiliente et inclusive. Et cette Côte d'Ivoire moderne porte ses marques 32 ans que le père fondateur n'est plus. Félix Houphouët-Boigny, homme de vision, a bâti cette nation avec la paix comme une seconde religion. Ne l'oublions pas, Félix Houphouët-Boigny continue de marquer la mémoire collective. Ils ont très vite été talonnés au Bénin. Une douzaine de militaires ont été arrêtés d'après des sources sécuritaires. Ils s'étaient rendus à la télévision pour renverser le pouvoir talon. La CEDEAO, l'Union africaine, condamne cette tentative de coup d'État. Le vice-président de la République, Timoko Mele-Kone, était depuis ce début d'après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a accueilli plusieurs chefs d'État invités spéciaux. La cérémonie d'investiture du président de la République. On fait le point avec Franck Wadiou. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux couleurs de l'Afrique ce dimanche. Ils sont plusieurs chefs d'État invités spéciaux à l'investiture du président de la République Alassane Ouattara ce lundi 8 décembre. Premier arrivé, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à 12h34. Il est accueilli au pied de l'avion par le vice-président Timoko Mele-Kone représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Traditionnelle cérémonie d'Akwaba et entretien dans la salle d'honneur du pavillon présidentiel. Accueil chaleureux aussi réservé au chef d'État gabonais, Brice Oligui Nguema, qui n'a pas manqué de saluer une délégation de chefs à Tchan avant son départ. C'est à 16h45 que le président de la République de la Mauritanie, Mohamed Ould Al-Ghazouani, a été accueilli cette fois par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui avait avec lui plusieurs membres du gouvernement et plusieurs membres de la représentation diplomatique de ce pays en Côte d'Ivoire. À la suite du président de la Mauritanie, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et son homologue de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, ont aussi été reçus par leurs hôtes ivoiriens qui avaient à leur tête le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Et plusieurs chefs d'État sont attendus par le chef du gouvernement ivoirien à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le chef d'État sierra-léonais, qui est aussi le président en exercice de la CEDEAO, le vice-président du Nigeria et le président du Libéria, Joseph Boakai. Notre reporter se trouve actuellement à l'aéroport. Dans nos prochaines éditions, nous aurons le résumé de ces arrivées. Une forte mobilisation des chefs d'État, une belle occasion aussi pour mettre en lumière la Grande Côte d'Ivoire. Et ce soir, on parle des aspects sécuritaires. La Côte d'Ivoire fait face à d'importants défis sécuritaires auxquels répondent chaque jour ces hommes en armes. La Grande Côte d'Ivoire, sur ce nouveau quinquennat, entend garantir l'intégrité de son territoire, la protection des populations et des institutions. Une Côte d'Ivoire capable de résister aux menaces sécuritaires, modernes et traditionnelles et de soutenir une croissance économique résiliente et inclusive. Alexis Ouedraogo. Le monde connaît actuellement le plus grand nombre de conflits étatiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2025, plus de 59 conflits ont été activés, offrant des brèches au terrorisme, à la cybercriminalité et aux menaces hybrides. Pour le quinquennat 2025-2030, le président de la République, chef suprême des armées, à travers sa vision d'une grande Côte d'Ivoire, s'engage pour sa population. Son pilier paix, sécurité et stabilité veut renforcer les efforts engagés pour la sécurité nationale, intensifier les actions coordonnées préventives et dissuasives pour garantir l'intégrité du territoire. À l'instar du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo et du Ghana, les pays du Golfe de Guinée tentent d'endiguer la propagation du djihadisme dans le Sahel. La Côte d'Ivoire, qui partage une frontière de près de 600 km avec le Burkina Faso, se bat pour la stabilité de cette zone.
Face à la menace, le pays déploie la coopération régionale et internationale. En dehors de l'accord de coopération militaire et de partage de renseignements signé en 2017 avec le Bénin, le Ghana et le Togo, le pays bénéficie d'appui de la France, des États-Unis, du Maroc, de la Chine, d'Israël ou encore de l'Inde. Et ce, à travers plusieurs initiatives, dont l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Au cœur de ces échanges, les questions de paix et sécurité, des actions portées sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le terrorisme. La stratégie de défense ne se limite pas seulement à la force militaire. Elle intègre le renforcement du dialogue avec les populations, les actions civilo-militaires, l'implication accrue des rois et chefs traditionnels, ainsi que de la société civile dans le contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Pour une armée plus forte, professionnelle et républicaine, l'éthique et la discipline sont dynamisées au sein des corps. La capacité des forces optimisée. Et parce que leur engagement est le terreau de nos espérances, le bien-être du personnel militaire et celui de leur famille sont marqués comme des priorités. Des programmes spécifiques sont mis en œuvre pour le secteur du foncier rural. Avec eux, une stratégie nationale de cybersécurité est adoptée pour protéger les infrastructures critiques et les citoyens des cybermenaces. Une industrie de la défense est en construction. Gage de la vitalité de ce secteur, en avril 2026, la Côte d'Ivoire va accueillir une importante concentration de forces spéciales étrangères dans le cadre de Flintlock, la plus grande manœuvre annuelle du commandement des opérations spéciales américaines en Afrique. Selon l'ambassade des États-Unis, plus de 20 pays enverront leurs soldats d'élite participer à cet exercice d'envergure qui réunira au total 40 nations partenaires. Objectif, renforcer l'interopérabilité entre les armées, améliorer la coordination des opérations et développer des réponses efficaces aux menaces de l'heure. L'édition 2026 marquera la deuxième année consécutive où le pays accueille cet événement stratégique. La Grande Côte d'Ivoire veut contribuer à consolider une réponse régionale coordonnée contre l'expansion des groupes terroristes en Afrique de l'Ouest. La Grande Côte d'Ivoire ce soir garantir la sécurité des populations. Et les générations Blessoué, Passa et Nyando ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. C'est pour ses actions de paix, de sécurité justement et de développement. Une cérémonie organisée pour saluer le développement de la commune de Songon. Les populations de la localité se réjouissent de toutes les réalisations qui améliorent le quotidien. Ahmed Traoré. Les générations Blessoué Passa et Nyando veulent fédérer leurs énergies pour le développement de la commune de Songon. Ces générations l'ont signifié lors de la cérémonie d'hommage et de soutien au président de la République. Nous voulons avoir un esprit d'unité, un esprit travailleur. La plupart des jeunes qui sont dans notre mouvement sont des docteurs, des ingénieurs, la plupart des étudiants. Et généralement, ils sont en quête d'emploi. Et nous, notre souci, c'est de créer de l'emploi avec nos parrains, avec nous-mêmes aussi, qui sommes chefs d'entreprise, donner de l'emploi à ces jeunes gens. Une approche vue d'un bon œil par le Premier ministre, décidé à rendre effectif ce projet. C'est la génération Blessoué et Nyando, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous de 18 à 45 ans, ces deux générations qui ont décidé de soutenir la politique du président Alassane Ouattara à Songon. D'ailleurs, ils l'ont prouvé lors des élections présidentielles où Songon a fait plus de 91%. Et ce soir, ils ont tenu à le manifester de façon plus large en s'engageant à nos côtés et en faisant en sorte qu'ils puissent nous suivre pour préparer la relève. Lors de cette rencontre, le président de la génération Blessoué Passa a été intronisé. Les populations ont profité de cette rencontre pour adresser leurs remerciements au président Alassane Ouattara, ce pour son acharnement au développement de la Côte d'Ivoire et du renforcement de la cohésion sociale. Et hommage également à un grand homme d'État qui a marqué la Côte d'Ivoire, 32 ans, que Félix Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne, n'est plus. Cet homme de vision a bâti un havre de paix plus de 3 décennies après son décès, on ne l'oublie pas. Félix Houphouët-Boigny continue de marquer la mémoire collective. On en parle avec Sidonie Davila.
Artisan d'union et de dialogue, Félix Houphouët-Boigny a façonné un pays où la paix n'était pas un slogan, mais une réalité. La paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement. Décédé le 7 décembre 1993, plusieurs décennies après sa disparition, son héritage continue de résonner. Tout ce qu'il a pensé, nous sommes en train de mettre en pratique. Donc c'est un visionnaire, c'est un homme au charisme incommensurable. Les années 70, vraiment quand il y a la fête d'indépendance, vraiment on choisit des villes proches et puis on s'en fait l'indépendance. Et puis les élèves défilent. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'on nous donnait pain et puis sardines. Dans les rues d'Abidjan, dans les foyers, tous se souviennent. Lors des obsèques de son ami et compagnon de lutte Connaissant Ambroise à Dibokro, le président Houphouët-Boigny s'y était rendu et avait participé à l'hommage national. J'ai été fasciné. J'ai connu aussi Houphouët-Boigny, homme de la mémoire. C'était lors de la conférence magistrale qu'il a prononcée durant un congrès du PDCI où il a tenu en haleine des chercheurs, des journalistes pendant des heures et des heures. On se rappelle généralement quand ils élisaient les présidents des pays francophones, leur tout premier voyage, ils venaient en Côte d'Ivoire prendre l'onction du vieux Félix Houphouët-Boigny. Le parcours de la Côte d'Ivoire a commencé avec lui au pouvoir. C'est lui qui a attiré le peuple ivoirien de la colonisation. Son nom, Félix Houphouët-Boigny, continue de trouver écho à travers les générations. Nous, ce qu'il nous a dit, vraiment, il était bon. Il a pu développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, Dieu nous a donné un président qui a fait plus encore. Quand lui ne sera pas là, que Dieu donne d'autres encore, qui peut faire d'autres encore plus que lui. Houphouët-Boigny, Alabi Sarala, Alabi Sarala, Alassane Ouattara, Alabi Sarala, Alabi Sarala. Le président Alassane Ouattara, dans la continuité de sa vision, inscrit son action dans la même quête que son mentor, bâtir une grande Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, sa politique internationale visait aussi un maintien d'un climat de confiance entre les États. La Côte d'Ivoire renforce justement sa coopération avec le Burkina Faso. Adama Dosso, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine, a effectué récemment une visite de travail à Ouagadougou, une mission de relance du dialogue bilatéral entre les deux États. Cette démarche diplomatique répond aux orientations du chef de l'État, Jean-Marc Diadji. Adama Dosso, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, et son homologue burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré en séance de travail à Ouagadougou. Objectif, lever les incompréhensions et relancer la coopération bilatérale entre les deux États. La normalisation progressive des relations diplomatiques, la coopération sécuritaire et les questions transfrontalières sont au cœur des échanges. Il vous souviendra, et vous le savez au même titre que tous, qu'aujourd'hui, nos relations sont dans une situation particulière et il était important que nous puissions donc faire ce déplacement. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme je l'ai indiqué, monsieur le ministre, sont les d'un même poids économique et social. Il est donc important que ces deux pays, qui sont des pays frères, qui sont des nations sœurs, que nous puissions nous parler. Les deux homologues se sont engagés à promouvoir le rétablissement du dialogue entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, une initiative institutionnelle fondée sur le respect mutuel, l'intérêt partagé et l'héritage de fraternité qui unit les populations. Et dans ce même élan de coopération, bientôt le sommet régional sur le développement du gaz Côte d'Ivoire, Bénin-Togo, qui se tiendra à Abidjan. En marge, le vice-président de la Banque mondiale et les ministres en charge de l'énergie de ces pays ont effectué une visite dans le village de la centrale thermique Cyprien Vredi. Cette visite permet de s'inspirer de la politique mise en place par le gouvernement pour un accès fiable, de qualité et à moindre coût de l'électricité. Et depuis la mise en place de la CMU zéro cotisation, l'État ivoirien s'est engagé à offrir une couverture maladie universelle réellement accessible aux populations les plus vulnérables, gratuité de l'adhésion, prise en charge, amélioration du panier de soins. 8 mois après, quel bilan? Professeur Henri Diekakou, conseiller technique du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, était au magazine Dimanche Magazine avec Marine Cognan. Pour en parler, voici un extrait. Alors la CMU zéro cotisation,
c'est une mesure hautement sociale qui a été prise par le gouvernement parce que pour bénéficier des prestations de la CMU, il faut être à jour, enrôlé et à jour de ses cotisations. Le gouvernement a décidé que pour les populations du secteur informel, eh bien, d'ouvrir les droits de ces populations-là sans besoin, sans obligation de cotisation. Il y a eu un renforcement de l'enrôlement puisque le 30 avril, nous étions à 18 millions et maintenant nous sommes à 22 millions. Donc ça veut dire que pendant cette période, nous avons enrôlé pratiquement 4 millions. L'enjeu, c'était l'accès aux prestations puisque les personnes du secteur informel qui ne payaient pas de cotisation ne pouvaient pas accéder aux prestations. Sur la période qui est en train de s'achever, eh bien, nous avons eu 2 200 000 actes médicaux qui ont été réalisés et qui représentent eh bien, les 2/3 de l'ensemble des actes qui ont été réalisés depuis le lancement de la couverture maladie universelle. Pour 2026, eh bien, on va passer de pratiquement 700 000 personnes prises en charge par le gouvernement à 1 500 000. Donc on va doubler eh bien, le nombre de personnes qui seront inscrits au RAM. Pour faire suite à l'opération de zéro cotisation, eh bien, il y a un mécanisme qui a été mis en place de manière à pouvoir capter les cotisations de manière pérenne. Et ce mécanisme-là, il va se mettre en place eh bien, fin janvier 2026 avec, à partir de la taxe communale. Autre chose dans l'actualité ce soir, la journée mondiale de l'enfant a été célébrée ce mercredi à l'aéroport de Korogo, une initiative de la Sodexam et l'UNICEF. L'objectif, c'est d'offrir une chance aux enfants de la cité du Poro de découvrir le monde de l'aviation et de rêver grand. Ils étaient 500 pour cette première édition que l'on voit avec Sekwasi. Pour permettre aux enfants de découvrir les couloirs de l'aéroport international de Korogo, une visite guidée avec les équipes de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la Sodexam. Circuit retenu, le parcours du voyageur vers l'avion sur le tarmac. Il est mieux de rester au village et regarder l'avion passer. Et c'est tout, signalant tout comportement dangereux. La randonnée s'achève par des notes satisfaisantes pour les initiateurs, la Sodexam et son partenaire l'UNICEF. J'ai découvert l'aéroport de Korogo. Aujourd'hui, je suis content. Merci la Sodexam. Merci à l'UNICEF. Le préfet de la région du Poro a salué l'initiative et encouragé les enfants de Korogo à rêver grand. La journée mondiale de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre chaque année. L'édition 2025 marque le point de départ d'un engagement conjoint entre la Sodexam et son partenaire l'UNICEF dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant. Une initiative inscrite dans la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de la Sodexam. Allons maintenant dans la capitale politique, Yamoussoukro abrite l'édition 2025 du Forum sur la normalisation des télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Une rencontre à l'initiative de l'autorité de régulation du secteur, la RTCI, mise sur les normes et les bonnes pratiques pour une transformation numérique durable en Côte d'Ivoire. Boubacar Silla Soro-Corona. TICVET, normes et bonnes pratiques pour une transformation numérique durable en Côte d'Ivoire. C'est le thème de l'édition 2025 du Forum de la normalisation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication à Yamoussoukro, un atelier à l'initiative de l'autorité des régulations des télécommunications à RTCI. Le forum a pour objectif justement de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire et ensemble de pouvoir établir un certain nombre de discussions, d'échanges sur des grandes questions, comme ce forum qui est la 12e édition. Comment faire en sorte de concilier justement le développement du numérique avec justement la prise en compte des objectifs environnementaux tels que notre pays s'est engagé à le faire durant la COP30. Le secteur du numérique représente près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une proportion qui pourrait doubler si rien n'est fait. Le forum offre l'opportunité de faire le point sur les engagements internationaux, notamment la résolution 73 de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications adoptée en 2024 à New Delhi, qui promeut l'intégration des TIC dans les politiques d'adaptation climatique.
conformément aux objectifs ambitieux fixés par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et notamment notre engagement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 33,07% d'ici 2035. Plusieurs modules ont été portés sur l'efficacité énergétique des infrastructures et l'économie circulaire appliquée au numérique. Les conclusions des travaux sont remises aux autorités locales pour contribuer à l'orientation des stratégies nationales pour un développement numérique respectueux de l'environnement. Et dans l'après-midi de ce dimanche à 15h a eu lieu la présentation du premier journal des régions sur RTI 1. C'est un nouveau rendez-vous de l'information consacré aux activités dans les régions du pays. Le directeur général de la RTI, Jean-Martial Adou, revient sur les raisons de la création de ce journal. Le journal des régions est porteur, disons, de beaucoup d'espérance. Nos journaux ne durent que 30 minutes de façon générale. 30 minutes pour l'actualité au niveau national que régional. Toutes ces études que nous avions engagées aboutissaient à une conclusion, la même conclusion. Nos compatriotes aiment bien que nos médias parlent, disons, de leur vécu. Cela est très important. Avant même, disons, d'évoquer les sujets à l'international, il est, disons, indispensable qu'on parle, disons, de ce qui se passe sur le territoire national. Donc, le journal des régions que, disons, la nouvelle direction vient d'initier, vient combler un manque. C'est un premier pas, mais vous n'allez quand même pas imaginer qu'on va s'arrêter là. On peut pas, il faut aller plus loin. Ce que nous envisageons, en tout cas dans un moyen terme, c'est de développer également des antennes, de véritables antennes de radio, mix radio-télévision au niveau régional. Pas mal de pays sont passés par là avant nous. Nous allons nous inspirer de leur expérience et en faire autant. Ce serait bien que du côté on va dire, de Mans, côté de San Pedro, qu'on ait une antenne de la RTI, une antenne mixte radio, télévision, qui fait de la production, qui promeut la culture au niveau régional et l'actualité régionale. Et cette actualité régionale suivie aussi à l'est les villages de Bossoumara et Koumenagaré et Assouma Bango dans le département de Tanda viennent d'avoir l'électricité. La mise sous tension de ces trois villages a eu lieu en présence du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Une action de développement que saluent les populations bénéficiant. On le voit avec Michel Mambo, Jean-Marc Djadji. Longtemps sans électricité, les villages de Bossoumara, Koumenagaré et Assouma Bango, situés dans le département de Tanda, viennent d'être mis sous tension. Les difficultés liées au manque d'énergie électrique dans ces localités, les populations s'en souviennent. Dans le noir, à l'époque, c'était complètement difficile parce qu'on n'arrivait même pas à travailler la nuit. À partir de 18h, chacun chez lui à la maison. Avec l'électrification de ces trois villages, les populations voient désormais l'avenir sous un jour nouveau, porteur d'opportunités sociales, économiques et éducatives. Avant, on étudiait dans le noir et aujourd'hui, on étudie en bas d'un lampadaire. Je remercie le président avec le ministre Adjoumani. Bon, maintenant, il peut aller à Abidjan pour aller faire achat, venir vendre le poisson et puis l'eau glacée pour satisfaire mes clients. Ce raccordement a été rendu possible dans cette région de Gontougo grâce au vaste programme national d'électrification porté par le président de la République, Alassane Ouattara. Une action saluée par le président du conseil régional, Kobena Kwasi Adjoumani, et les autres élus locaux. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de désenclaver tous les villages. Au niveau de notre département, nous avons fini avec les villages de 500 habitants. Nous sommes maintenant en train d'aller vers les villages qui ont entre 200 et 300 habitants. Ça, c'est une grande prouesse qu'il convient de saluer. Et nous disons merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À l'instar de cette mise sous tension, Bossoumara a également bénéficié de la construction de 3 salles de classe. Une autre étape pour le développement des villages du département
de Tanda. En religion maintenant, la paroisse Saint-Ambroise de Cocody-en-Gré a 35 ans. Les fidèles chrétiens de cette paroisse ont célébré une messe d'action de grâce ce dimanche pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. La célébration de ce jubilé de rubis a été marquée par des prières et louanges. Le collège des clergés a renouvelé sa gratitude aux pionniers et donateurs. Jean-Marc Diadji. Après 35 ans de sacerdoce, d'évangélisation et de communion, les paroissiens de Saint-Ambroise de Cocody-en-Gré célèbrent le jubilé de rubis dans la ferveur et l'allégresse. Il y a eu beaucoup de prières qui ont meublé aussi ces 35 ans-là pour offrir à Dieu une action de grâce. Dans son homélie, le curé de la paroisse a rappelé aux fidèles chrétiens les valeurs de paix, d'unité, d'amour et de justice tirées des enseignements bibliques. C'est l'occasion pour nous, paroissiens de Saint-Ambroise de Cocody, de marquer une halte pour dire merci à Dieu pour ce chemin parcouru qui nous apporte la paix véritable qui vient de lui. Nous sommes invités à être des artisans de cette paix dans nos familles et puis au niveau de la nation pour que cette paix-là puisse rejaillir. Vous savez que s'il n'y a pas de paix, nous ne pouvons pas vivre heureux dans un pays. Pionniers et invités, au nombre desquels Célestin Kuala ont traduit leur reconnaissance à Dieu pour le chemin parcouru pendant ses 35 ans. Parrain de ce jubilé de rubis, il a émis le vœu d'une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est d'abord et avant tout un sentiment de joie, de reconnaissance à l'égard du Seigneur pour avoir accompagné la construction de cette église jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui au 35e anniversaire. C'est surtout l'occasion de rendre gloire au Seigneur et de lui dire merci. Merci infiniment pour la paix dans notre pays. Nous venons de vivre il y a quelques semaines des élections qui se sont très bien passées. Cela est d'abord et avant tout l'œuvre du Seigneur. Les fidèles ont manifesté leur gratitude à cette célébration des 35 ans de sacerdoce par des dons et des offrandes. Et avec Jean Bayadi, revenons sur l'actualité internationale du lundi au dimanche. Plusieurs événements dans le monde. On démarre par la visite du pape au Liban. Alors que le bilan des inondations en Asie dépasse désormais les 1000 morts, le Sri Lanka et l'Indonésie ont déployé des militaires pour venir en aide aux victimes. Plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues. Quelques 150 000 personnes se sont réunies à la messe en plein air, présidée par Léon XIV à Beyrouth, moment fort de son voyage au Liban. Le souverain pontife a également visité le site de l'explosion du port où il a rendu hommage aux victimes. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, est arrivé à Pékin, entamant une visite d'État de 3 jours en Chine, placée sous le signe du business et de l'économie. L'objectif affiché, rééquilibrer des relations commerciales longtemps dominées par les importations chinoises, promouvoir les exportations françaises et donner un nouvel élan aux investissements bilatéraux. Donald Trump a présidé à Washington la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda qu'il a qualifié de miracle. Malgré la poursuite de violents combats dans l'Est congolais, Paul Kagame a salué une médiation pragmatique tout en prévenant que la mise en œuvre de l'accord serait jalonnée de hauts et des bas. Chef d'un clan bédouin qui avait pris la tête d'une milice palestinienne anti-Hamas avec le soutien d'Israël à la faveur de la guerre dans la bande de Gaza, Yasser Abou Shebab a été mortellement blessé par balle, a déclaré sa milice. De nouvelles frappes russes massives ont endommagé des infrastructures ukrainiennes. Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec les négociateurs américains autour du plan de Washington visant à mettre fin à la guerre. L'Europe prévoit un nouveau rendez-vous pour tenter de peser sur le texte. Des militaires béninois ont annoncé au matin sur la télévision publique avoir démis de ses fonctions Patrice Talon, qui devait passer la main en avril 2025 après 10 ans au pouvoir. Mais désormais, l'entourage du président affirme que la situation est sous contrôle et que Patrice Talon est en sécurité. Une douzaine de militaires ont été arrêtés d'après des sources sécuritaires.
Et à suivre tout de suite un documentaire Alassane Ouattara, gouverneur et homme d'État, une œuvre qui retrace le parcours d'un leader visionnaire, des témoignages forts, des paroles marquantes, des images inédites sur son riche parcours professionnel et politique. À suivre tout de suite après ce journal qui est d'ailleurs terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h, demain 20h. Retrouvez Marie-Laure Goran ce soir. Le sage nous apprend que ce n'est pas la main, mais le cœur qui donne. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.